ce congrès, j'estime que c'est une excellente initiative qui a permis donc de confronter, de croiser des expériences dans 4 pays maghrébins, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie et l'expérience récente du Maroc en matière donc d'introduction et de développement de cette nouvelle industrie bancaire et financière qui est la finance participative. Effectivement, en Tunisie, elle remonte à une trentaine d'années, en Algérie, à plus de 25 ans. Au Maroc, il y a l'expérience de Dar Safa. En Mauritanie, il y a à peu près 6 ou 7 ans où cette expérience s'est structurée. Donc, il y a un capital expertise, un capital expérience qu'il était utile de capitaliser, de croiser pour tirer les enseignements pour justement le démarrage de cette activité au Maroc. À la faveur donc de la mise en place d'un dispositif légal et réglementaire très étoffé, très détaillé pour encadrer donc le développement de cette activité. Et l'avantage justement de l'expérience marocaine, c'est de tirer profit de toutes ces expériences précédentes, tirer les enseignements pour donc capitaliser tout cela et permettre l'épanouissement de cette activité dans les meilleures conditions. En Algérie, la finance islamique a démarré donc avec l'expérience de la Banque El Baraka d'Algérie, dans laquelle j'ai travaillé pendant 23 ans, depuis les années 90, et avec aussi l'agrément de Salam Bank en 2008, qui a donc porté le nombre des institutions bancaires totalement charia compatibles à 2. Et à côté de cela, beaucoup de banques conventionnelles ont commencé à ouvrir aussi des Islamic Windows et même des banques publiques étatiques ont aussi initié des projets d'ouverture de Windows Sharia compatibles dans leur activité en raison justement de la forte demande sociale pour ces produits parce qu'il y a une grande partie de la population qui souhaite justement bénéficier de ces services bancaires et financiers Sharia compatibles en réponse à leurs préoccupations d'ordre religieux, ce qui ne peut que conforter et enrichir la place bancaire à travers de nouveaux instruments, de nouveaux produits et aussi hausser le niveau de bancarisation de la société en général. En ce qui concerne donc l'appellation de ces produits ou de cette industrie, la dénomination importe peu. C'est le contenu qui importe. Il y a un principe du droit musulman des affaires, fiqh, qui dit que ce qui veut dire que l'essentiel, c'est que les transactions et les contrats utilisés par ces institutions financières sharia compatibles soient conformes aux préceptes de la charia, à savoir qu'elles ne soient pas donc adossées à des opérations de prêt rémunérés ou d'emprunt rémunéré, ce qui équivaut à une opération de riba, mais à des transactions commerciales sous-jacentes de type vente à terme, vente par facilité, contrat de bail ou de leasing, contrat d'entreprise, istisna, ou contrat de musharaka, mudaraba, c'est-à-dire les formes de financement participatif qui s'inscrivent toutes donc dans le cadre du concept de l'baya au sens général, c'est-à-dire une transaction économique réelle et non pas une transaction exclusivement financière rémunérée en contrepartie d'une opération de mise à disposition de fonds, ce qui n'est pas permis par la charia. Donc c'est la conformité de ces contrats à ces principes fondamentaux qui peut nous renseigner sur le degré de conformité de ces institutions aux préceptes de la charia. Et je pense que sous le contrôle de Sharia Board externe, composé de ulama spécialistes, chez vous c'est le Conseil supérieur des ulama, doublé d'un système d'audit charia interne, permet de donner toutes les garanties aux parties prenantes et notamment à la clientèle de ces banques, qu'ils soient déposants ou entrepreneurs, sur la conformité de leurs produits aux préceptes de la charia.